cinéma a ses maîtres, ses génies, ses figures légendaires. Il compte aussi un grand seigneur, Luchino Visconti. Un soir, le téléphone sonne chez moi. L'écrivain Georges Conchon raconte sa première rencontre avec Luchino Visconti. Ça devait être en 65, j'avais eu le Goncourt l'année précédente. Et il y a une voix faussement italienne qui me dit « Allô, Georges Conchon ?» Oui, c'est moi. « Allô, ici Luchino Visconti, bonjour, bonjour. Et je veux travailler avec vous. » Alors je dis « Oui, mon con » et j'ai raccroché. Et 2 minutes après, le téléphone ressonne, il dit « C'est réellement moi. Je suis à tel hôtel, venez me voir. » Enfin, ça a créé, je veux pas dire que ça a pesé sur nos relations, mais ça a créé le fait que la première fois qu'on s'est vu, on a éclaté de rire l'un et l'autre, moi disant pardon, lui disant « Ah, c'est pas possible !» Luchino Visconti, l'un des personnages les plus extraordinaires que le cinéma ait connu. Aujourd'hui, son œuvre reste l'un des piliers de l'art cinématographique, comme celle d'Ingmar Bergman ou celle de Federico Fellini. Il n'y a pas de comparaison à faire, par exemple, entre Fellini et Visconti, parce que chacun a son propre cinéma et chacun a son propre style et ses propres choses à dire. Alain Delon. Et c'est un fait que Luchino, tant dans Le Guépard que dans Ludwig et dans les damnés aussi, se complaisait à montrer une certaine décadence et une certaine fin du monde. Quand il te recevait chez lui, tu étais devant la cheminée, tu étais bien. Annie Girardot. Tu étais reçu, il y avait un monsieur qui te faisait la cuisine, c'était dans une jolie vaisselle, tout était... Mais c'était naturel, comme ça, c'était bien. C'est toujours bon. Quand il allait, on est allé avec lui à Londres, on est allé partout. Hop, il t'emmenait, il allait toujours chez l'antiquaire, machin, il allait chercher les objets. Il avait cet amour-là, et puis il pouvait se le permettre, c'était formidable. Si Luchino Visconti vivait comme un seigneur, il le devait en grande partie à sa naissance. Luchino Visconti est né à Milan le 2 novembre 1906. Il est le 3e fils de Giuseppe Visconti, duc de Modrone. Ses ancêtres remontent au dernier roi des Lombards, qui était lui-même le beau-frère de Charlemagne. Donc il avait évidemment des châteaux, des propriétés. Annie Girardot. On m'avait raconté que quand il était tout petit, donc il avait des parents qu'il avait peu vus finalement. Et il avait une nurse qui était ou anglaise ou française, etc. Il a vécu beaucoup en France. Et il habitait l'hôtel Meurice, sur les Tuileries. Et donc, il a adoré la France depuis tout petit. Et il adorait la France, il adorait l'Allemagne, l'Autriche. Et puis après, il a découvert, je me souviens, la Russie. Il est allé faire un long voyage en Russie. Il était très, très, très attiré, justement, par la Russie, enfin, par la littérature russe, par le monde, par le monde des arts, justement. Alors, bien sûr, il avait vécu dans ce monde doré, une enfance comme ça, de voyage, mais au fond, il n'avait pas eu tellement ses parents. Il a donc fait son éducation lui-même. Tous les objets qu'il avait chez lui, c'était des choses antiques, mais antiques qui faisaient partie de son enfance. Il avait vécu toujours là-dedans, le goût des belles choses. Dans le palais des Visconti à Milan, Luchino vit sous la fascination d'une femme très belle. Donna Carla règne sur la vie de Luchino, de ses frères et de ses sœurs. Elle affiche chaque soir le programme des leçons de musique du lendemain. Luchino joue du violoncelle, Donna Carla du piano. Chez les Visconti, la musique fait partie de l'éducation, au même titre que les langues, les mathématiques, l'histoire ou le sport. Un précepteur anglais est chargé de l'enseignement intellectuel et sportif. Il fait courir les enfants derrière les tramways pour les entraîner à la course. Ou bien il choisit une fenêtre du palais, y attache une corde et demande au petit Visconti de descendre en rappel le long de la façade, sous les yeux horrifiés des domestiques. L'été, Donna Carla envoie Luchino passer ses vacances dans un château de sa mère sur les bords du lac de Côme. La famille de Donna Carla a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Et lorsque le duc de Visconti l'a épousée, elle était l'une des plus belles et l'une des plus riches femmes de Lombardie. Elle a eu 7 enfants, dont Luchino.
Oui, Donna Carla est la mère de Luchino Visconti. Quand il parlait de son enfance, il avait un point faible, sa mère. Giuseppe Patroni Griffi, qui a été l'ami de Luchino Visconti. Sa mère, j'ai toujours pensé que ça a été le grand amour de la vie de Visconti. La femme qui a pris tout de lui. Et si vous pensez bien, tous les films qu'il a tournés, il y a toujours une grande mère dedans, un grand personnage de mère. Un souvenir de tendresse, d'admiration, de respect et de quelque chose de plus sombre qu'il y avait derrière. Début des années 20. L'Europe vient de sortir de la guerre. Luchino Visconti n'a pas 15 ans. Deux figures historiques sortent de l'actualité, Mussolini et Gabriel D'Annunzio, le poète. D'Annunzio a fini la guerre avec le grade de sous-lieutenant, un bandeau sur l'œil et une réputation d'amant terrible. Les Italiens lui vouent un culte national. Luchino Visconti aime sa poésie. C'est la poésie qui fait comprendre la guerre à Luchino. Pas le lyrisme combattant des discours de D'Annunzio, non, mais le réalisme troublant d'un jeune poète français. C'était un jeune homme qui rentrait du front. Les enfants Visconti l'avaient invité à leur table avec d'autres soldats alliés. Les parents de Luchino encourageaient cette coutume. Le Français parlait de ses camarades du front, tapis dans des trous d'eau et de boue, essayant de se protéger des balles et des baïonnettes, et de tuer d'autres jeunes gens tapis dans les trous semblables, et animé du même désir de tuer plutôt que d'être tué. Luchino avait été fortement impressionné par l'étrange beauté des paroles du jeune homme qui décrivait la guerre. Une guerre qui ne ressemblait pas aux dynamiques discours officiels et aux savantes discussions de salon. La poésie avait fait découvrir la vérité du monde à Luchino Visconti. De là peut-être était née sa passion pour la littérature. Visconti, c'est un homme qui, je crois, des hommes que j'ai connus, c'est l'homme qui a plus lu dans sa vie. Giuseppe Patroni Griffi, écrivain célèbre en Italie et ami de Luchino Visconti. On le trouvait toujours avec un livre dans la main. Il lisait, et continuait. Aussi, si vous allez rendre visite, dans certains moments, après que la conversation s'est un peu calmée, et on restait un peu comme ça, il prenait un livre, commençait à lire, avec les amis intimes, naturellement. Il allait coucher avec le livre, vous le trouvez toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Il avait une possibilité de lecture extraordinaire. Il ne se fatiguait jamais de lire. Tout laisse à penser que le jeune Luchino Visconti va se diriger vers une carrière littéraire. Dans son entourage, on l'imagine écrivain, poète ou romancier. Je me souviens un soir à Londres, je lui ai dit, mais l'écriture, enfin... Il m'a dit, détrompez-vous, je ne suis absolument pas un écrivain, quand j'écris c'est très mauvais. Georges Conchon, écrivain et scénariste. Je ne sais pas si véritablement il avait essayé, parce que, bon, aucun homme n'est parfait. Il y avait aussi, dans les périodes où il ne créait pas, chez Visconti, un côté paresseux, pour pas dire glandeur, qui était évident. Bon, ben, ça va bien, c'était pas tant, la vie va bien. Et puis mais alors, quand il tombait, quand il arrivait sur quelque chose qu'il avait envie de faire, alors là, c'était un monstre, hein, c'était un chien sur son os, il lâchait pas. Mais dans les intervalles, dans les interludes, c'était un romain indolent. Et je n'ai vu cet homme pendant les 20 ans où je l'ai connu, je l'ai vu travailler incessamment, jour et nuit. Georges Beau. Je l'ai vu pendant qu'il tournait le Guépard en Sicile. Après le tournage du Guépard, nous nous réunissions très souvent dans une maison qu'il avait aménagée, où j'allais avec Delon, avec Romy Schneider, on passait la soirée avec lui, avec certains de ses collaborateurs, de ses amis. Après le dîner, qui était toujours très animé,
Il avait une passion pour les jeux de société, les plus imbéciles, le jeu de la vérité, n'importe quoi, des choses comme ça l'amusait, ça le faisait mourir de rire, ça brouillait tout le monde autour de lui, il adorait ça. On jouait aux jeux de société, nous partions à une heure tardive, tous ces jeunes gens allaient se coucher, et lui, qui tournait le lendemain, allait consacrer encore 1 heure ou 2 avant de s'endormir à écrire le livret d'un opéra qu'il avait promis à l'Opéra de Palerme, où il a été créé d'ailleurs 2 ans après la fin du Guépard. Toujours au fond de la classe, voilà la place que Luchino Visconti se désigne lui-même lorsqu'il fréquente l'école. On imagine Luchino rebelle et distingué, capable de se passionner pour la vie des êtres comme de mépriser l'érudition desséchée de la plupart de ses professeurs. Pour certains, il passe pour un cancre, pour d'autres, il a toutes les maladresses d'un génie qui s'éveille. Il était possédé par ce que Malraux appelait, d'un mot que je trouve admirable, le démon de l'absolu. Georges Beau. Il avait le comportement d'un parfait aristocrate et il estimait que n'importe quel homme du peuple, entre guillemets, avait exactement la même valeur humaine que la sienne propre. Même si, dans la vie, il traitait ses domestiques d'une certaine façon. Il pouvait être très méchant aussi, très dur. Annie Girardot. Très dur, il pouvait de saquer quelqu'un en 2 secondes. Puis il le faisait quelquefois par ça pour s'amuser. Excessif. Visconti, si, Giuseppe Patroni Griffi, un ami de Luchino Visconti. a été toujours excessif. Mais c'était sa force, il pouvait se permettre d'être excessif. Renvoyé de la plupart des collèges où il passe, Luchino Visconti termine son adolescence au service militaire en 1927. Il est affecté dans une école de cavalerie près de Turin. Là, il se passionne pour les chevaux, à tel point qu'il désire en faire son métier. Et Visconti est un homme qui a, dès sa prime jeunesse, dès qu'il a entrepris quelque chose, est allé jusqu'au bout. Georges Beau. Il s'est intéressé d'abord aux chevaux. Alors, la fortune paternelle lui a permis d'acquérir des chevaux d'une certaine qualité. Et il s'est mis à parcourir l'Europe avec ses chevaux en allant de Grand Prix en Grand Prix. Il passait la nuit précédant les courses. Il couchait sur la paille dans le box du cheval ou de la jument qui allait courir le lendemain. Et en 2 ans, il est devenu un propriétaire respecté et un entraîneur respecté. À 23 ans, Luchino Visconti gagne son premier Grand Prix. Il séjourne souvent à Paris, il rencontre beaucoup d'artistes qui ont tous la même passion, le cinéma. Mais cela ne suffit pas pour que Luchino se laisse distraire de ses chevaux et s'adonne au cinéma. Non, il faudra une rencontre pour cela, une rencontre à laquelle je vous propose d'assister dans quelques instants. À Paris, Luchino est l'ami de l'une des personnalités les plus brillantes de l'époque, Gabrielle Chanel. Belle et mince, toujours habillée d'une élégante simplicité, Coco Chanel étend sur le monde des arts sa bienveillance, son goût et son autorité naturelle. Elle est tour à tour mécène, confidente, découvreur de talents, protectrice des peintres, des écrivains, des cinéastes. Elle connaît beaucoup de monde et a la réputation de défendre envers et contre tous les artistes auxquels elle croit. Chanel a beaucoup vécu dans un milieu d'aristocrates. Elle a vécu longtemps avec le duc de Westminster, comme chacun sait, de la plus haute aristocratie ou de la plus grande bourgeoisie et la plus éclairée. Georges Beau. Donc le milieu Visconti était un peu le sien. C'était un peu la queue de ce qu'avait été le milieu dans lequel Proust avait évolué et qu'il avait dépeint dans ses œuvres. Et en même temps, il y avait sûrement attirant Visconti chez Chanel, cette femme, elle, issue du peuple et qui avait accédé à une espèce de royauté par le fait de son talent uniquement et de son travail et de son intelligence.
Et je crois qu'il appréciait. Et puis elle était l'image de la rigueur dans son art à elle, comme il a été plus tard l'image de la rigueur dans son art à lui. Gabriel Chanel va changer la vie de Luchino Visconti en lui faisant rencontrer Jean Renoir. Visconti parlera plus tard de Renoir comme d'un homme extraordinaire qui a eu une grande influence sur lui aussi bien artistique que morale. Il se souviendra toujours de l'humanité de Renoir et de sa tendresse pour les acteurs. C'est un enseignement que Luchino Visconti retiendra toute sa vie. Moi, je l'ai vu diriger Claudia Cardinal, par exemple. Jean Sorel, qui a été l'un des interprètes de Luchino Visconti. Et c'était extraordinaire. C'était complètement extraordinaire parce qu'il faisait avant elle tout ce qu'il devait faire. Tous les gestes qu'elle fait dans le film sont des gestes qui lui ont été inspirés par Visconti. La façon dont elle ouvrait une porte, la façon dont elle ouvrait un télégramme à un moment, tout lui a été inspiré complètement par Visconti. C'est-à-dire qu'avec lui, c'était impossible de ne pas savoir jouer la comédie. Claudia Cardinal. Il expliquait et il était d'une telle profondeur, il était tellement exigeant, c'était impossible de ne pas savoir. Tous les acteurs avec lui sont bons. Enfin, moi, il m'aimait bien, il aimait beaucoup Romy. Romy Schneider. Monsieur Luchino Visconti, Luca, comme je l'ai appelé moi, je l'aime. La rencontre de Jean Renoir et de Luchino Visconti est déterminante pour le reste de la vie du jeune Italien. Désormais, Luchino sait qu'il a trouvé son moyen d'expression majeur, le cinéma. Il fait son apprentissage comme assistant de Jean Renoir. Ensemble, ils tournent une partie de campagne. Visconti est chargé de s'occuper des costumes. Les autres assistants s'appellent Yves Allégret, Jacques Becker, Henri Cartier-Bresson. Malheureusement, le tournage du film est interrompu à cause de la pluie. Puis, faute d'argent, Jean Renoir le laissera tomber. Ce film inachevé reste pourtant encore aujourd'hui l'une des plus belles œuvres du cinéma français. À la même époque, en 1936, apparaissent de grands changements politiques en Europe. Le Front populaire se heurte aux organisations fascistes. Certains artistes prennent parti. Jean Renoir ne cache pas ses sympathies pour la doctrine communiste. Luchino Visconti également. C'est une prise de position qu'il gardera toute sa vie et qu'il ne manquera jamais d'afficher, comme en témoigne Georges Conchon, qui a travaillé en 1965 avec Luchino Visconti. Qui était à ce moment-là très grand seigneur, ce qu'il a toujours été, et qui en même temps avait un tic le soir qui était de sortir sa carte du PCI en disant « je suis communiste ». Et c'était vraiment un grand motif de gloire pour lui, ou un alibi, je ne sais pas. Il est vrai que beaucoup de gens ont été choqués de voir un homme qui vivait comme personne ne vit, dans un faste et un luxe tout à fait exceptionnel. Georges Baume. Et en même temps, il était marxiste. Il était profondément convaincu de la foi marxiste et il ne jugeait pas du tout incompatible son style de vie avec ses idées politiques pour lesquelles il a pris des positions quelquefois dangereuses pour lui tout au long de son existence. Et d'ailleurs, son enterrement, qui était très beau dans une des plus belles églises de Rome, a été précédé sur le parvis de l'église d'un discours fait par Berlinguer, c'est-à-dire le secrétaire général du Parti communiste. Disons que l'absoute finale de Visconti lui a été donnée par le secrétaire général du Parti communiste. Janvier 1939, Luchino Visconti apprend que sa mère est en train de mourir. Plus jeune, il a fait un pacte avec elle. Il est convenu entre la mère et le fils que Donna Carla ne mourra pas dans l'autre bras que ceux de Luchino. Luchino Visconti arrivera juste à temps
pour entendre sa mère prononcer son nom. Ce seront ses dernières paroles. Décembre 1941. Le père de Lucchino meurt, lui aussi. Selon ses dernières volontés, il n'y a pas de noir à ses funérailles. Les villageois portent des costumes rouges que le défunt a dessinés lui-même. L'église est tapissée de tentures, rouges également. Après la mort du duc Visconti de Modrone, le père de Lucchino, le palais de la famille reste fermé. C'est la fin d'une époque. Lucchino en est conscient. Mon sentiment profond, c'est qu'il éprouvait très probablement une nostalgie de cette société-là. Le romancier Georges Conchon. Il devait se dire, qu'est-ce que c'est bête que je sois plus à l'époque où on pouvait en profiter glorieusement, somptueusement, et que son raisonnement, sous toute réserve, devait être le suivant: j'ai pas pu être le bénéficiaire de cette société-là, je serai donc le premier dans la société suivante, par d'autres qualités, mais avec ce sentiment que les qualités que je montre, moi, Lucchino Visconti, sont des qualités exceptionnelles et aristocratiques qui remontent de mes origines. Je ne suis pas du tout sûr qu'il aurait été content que je dise ça. Mais c'est mon sentiment, donc je le dis. L'époque qui s'offre à Lucchino Visconti quand il entreprend de faire son premier film, c'est celle de l'Europe en guerre. Il tourne Les Amants diaboliques, qui a pour titre Ossessione en italien. C'est une œuvre qui paraît difficile pour le grand public. À ce moment-là, les films qui remportent le plus de succès, ce sont des comédies sentimentales et mondaines, que l'on appelle, pour en souligner le dérisoire, les films à téléphone blanc. Or, le film de Visconti raconte l'histoire d'un jeune camionneur qui rencontre une femme dans une petite auberge. Il en tombe amoureux, elle l'aime aussi, mais elle est mariée. Les deux amants décident de fuir pour vivre ensemble. Mais la jeune femme a peur. Dans sa jeunesse, elle a connu toutes sortes de difficultés et elle est angoissée. Angoissée à l'idée de perdre le confort que lui offre son mari, un homme grossier qu'elle déteste. Alors les deux amants se séparent. Ils se retrouvent un jour par hasard. L'amour les ressoude l'un à l'autre. Ils décident de tuer le mari gênant, mais l'image du mort hante le jeune homme. Il se met à haïr sa maîtresse devenue riche grâce à l'assurance vie de son mari. La vie devient insupportable. À la fin, le couple se déchire totalement. Elle meurt et lui se retrouve en prison. Le film déchaîne une violente campagne de haine contre Lucchino Visconti. L'irrésistible envie de sauvegarder son confort matériel à tout prix. L'acceptation du meurtre pour assouvir les passions, tout cela accuse la société de l'Italie fasciste. Mussolini déclare, après avoir vu le film, « ça n'est pas l'Italie ». Dans une ville de la région de Parme, on demande à un évêque de bénir le cinéma qui a été souillé par la projection du film de Visconti. À Bologne, Ossessione donne lieu à de violentes manifestations. Et quand les Alliés débarquent en Italie, les fascistes décident de faire brûler le négatif. Pendant ce temps-là, Lucchino Visconti, lui, est entré dans la résistance. Quand j'ai connu Lucchino, c'était la fin de la guerre en Italie. Giuseppe Patroni Griffi, qui restera l'ami de Visconti jusqu'à sa mort. La victoire des partisans, la révolution dans toute l'Europe d'un nouveau monde qui ont pensé allait naître. Et Lucchino, qui était un homme de son temps, naturellement ne pouvait pas avoir des idées aristocrates de droite. C'était normal qu'il était un homme de gauche. Il avait travaillé avec les partisans. Il est resté quelques jours prisonnier chez la police fasciste. Il s'était caché avec des autres intellectuels, écrivains communistes, et pour ça l'amitié était née. Et après, à la fin de la guerre 1945, il était plein d'idées nouvelles et plein d'ardeur pour quelque chose de nouveau dans lequel il militait. Je pense que ça a été la période la plus convaincue que Lucchino Visconti a passé de sa vie. En 1947, la famille royale italienne est exilée. L'Italie devient une république. Lucchino Visconti est célèbre par ses audaces artistiques. 2 ans auparavant, il a mis en scène Les Parents terribles de Jean Cocteau. Une nouvelle fois,
ses admirateurs et ses détracteurs s'opposent. Les idées de Visconti sur le théâtre provoquent les spectateurs traditionnels. Quand la mère meurt, à la fin, en appelant son fils Mike, ou Mick, je ne me rappelle pas le nom. Giuseppe Patroni Griffi. Visconti a prétendu que l'actrice criait 25 fois Mike. Elle devait jouer, compter les 25 fois jusqu'à l'exaspération du public avec ces 25 Mike avec lesquels la pièce terminait. Les idées révolutionnaires de Luchino Visconti pour la mise en scène de théâtre finissent par convaincre les directeurs de la Scala de Milan de tenter une expérience. Proposer à Visconti de mettre en scène un opéra. Luchino est très heureux qu'on lui fasse cette proposition. L'opéra fait partie de sa jeunesse. Ses parents avaient une loge à la Scala qu'ils louaient à l'année, comme la plupart des grandes familles de l'aristocratie milanaise. Cette loge était considérée un peu comme une propriété privée, un salon que l'on pouvait décorer selon ses goûts. Les parents de Luchino avaient choisi d'en faire un écrin tendu de velours rouge. Visconti racontait qu'autrefois, les dames de la haute société venaient souvent seules à l'opéra. Pendant le spectacle, il était de bon ton de tourner le dos à la scène et de recevoir des amis avec lesquels on discourait à voix basse, comme dans une antichambre. Tous les visiteurs de la loge devaient être assis, et lorsqu'un nouvel arrivant entrait, celui qui avait été le premier à venir prenait congé pour laisser sa place. De temps en temps, l'orchestre réagissait à cette fausse indifférence. Il attaquait un morceau plus vivement. Les nobles têtes comprenaient alors qu'il fallait se tourner vers la scène et regarder quelques ballets. À ce moment-là, sous les loges montaient des rumeurs, des bravos et des cris. C'étaient les serviteurs des occupants des loges de la noblesse qui soutenaient les artistes favoris de leur maître. Le père de Luchino, passionné de musique, avait rompu avec cette tradition. Il avait fermé la porte de sa loge à clé, refusant délibérément toute visite pendant le spectacle. Luchino Visconti, comme son père, adore la musique. Aussi est-il enchanté de mettre en scène un opéra. On lui propose d'avoir pour interprète une jeune vedette, Maria Callas. Et j'ai connu d'ailleurs la Callas. Annie Girardot. Je trouve qu'ils étaient très semblables. La même élégance, le même humour.
Et ce qu'il a fait d'elle, je veux dire, c'est que bon, elle avait maigri et tout, c'est-à-dire qu'elle avait peut-être, paraît-il, ayant maigri, elle n'avait pas la voix qu'elle aurait dû avoir quand elle était grosse. Mais il l'a fait remuer en scène, se mouvoir, se bouger. Elle était une vraie comédienne, une vraie tragédienne. Et ça, c'est à lui seul qui pouvait lui faire ça. Je me souviens très précisément d'une conversation avec Maria Callas un jour. Georges Beau. J'étais assis à côté de Callas, je bavardais avec Callas et nous parlions bien évidemment de Visconti. Et Callas, à un moment donné, me dit « Mais si vous savez, c'est un monstre, si vous saviez la façon dont il me traite. » Je lui dis « Ah bon, racontez. » Écoutez, me dit-elle, c'est bien simple. Moi, me dit Maria Callas, et tous ceux qui l'ont connue la reconnaîtront, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses. Et si bien que lorsque, à la Scala, où Visconti a littéralement inventé Callas, à la Scala, quand nous répétons un opéra, quelquefois il lui arrive de me demander de faire une chose dont je ne vois pas tout de suite pourquoi je dois la faire. Alors, elle joint le geste à la parole, vous savez qu'elle était très myope, elle met la main en visière au-dessus de ses yeux, et elle dit, je le cherche dans la salle, et puis quand je l'ai repéré, je lui dis, Lucchino, pourquoi voulez-vous que je fasse cette chose-ci à ce moment-là? Et savez-vous ce qu'il me répond? Le monstre, me dit-elle, avec un sourire jusqu'aux oreilles, il me dit « Tais-toi, conne, chante, c'est tout ce que tu sais faire ». Tous ceux qui ont approché Maria Callas vous diront qu'il n'y a pas un homme au monde qui aurait pu lui dire le quart du commencement de cette phrase. Et de Visconti, non seulement elle l'acceptait, mais elle la trouvait normale, judicieuse, naturelle en tout cas. L'opéra a fourni aussi le décor d'une autre rencontre importante dans la vie de Luchino Visconti, Alain Delon. Oh, j'avais rencontré pour la première fois Visconti à l'opéra, puisque j'étais présenté à lui à Londres, à Covent Garden, alors à la première de Don Carlos qu'il avait mise en scène à Londres. Et c'est là que je lui ai été présenté par mon impresario. Et nous étions d'ailleurs plusieurs à Londres, et j'ai su plus tard que c'est à ce moment-là qu'il avait décidé que je serais déjà Rocco. Il l'a dit plus tard à mon agent, il a dit lorsque j'ai vu Alain à Londres, j'ai su qu'il serait Rocco. En 1960, Luchino Visconti tourne Rocco et ses frères. C'est l'histoire d'une famille de paysans italiens, une mère et ses 5 fils, qui viennent du sud pour s'établir dans la plus grande ville du nord de l'Italie, Milan. Quelques générations plus tôt, cette famille aurait sans doute choisi d'émigrer en Amérique. Mais quand on est pauvre, aussi pauvre que cette famille, Milan ressemble à New York. Et c'est le seul espoir raisonnable pour ne pas mourir de faim. Rocco et ses frères, c'est un film auquel Luchino Visconti pense depuis longtemps. Avec Alain Delon, il a trouvé Rocco. Pour jouer une petite prostituée amoureuse de Rocco, Visconti choisit Annie Girardot. Ça a été pour moi, au point de vue cinéma, je veux dire, c'était la première fois que je faisais un film qui, internationalement, était connu. Jusqu'ici, je faisais des films français, et peu d'ailleurs, parce que je débutais quand même. Et puis, ça m'a fait aussi découvrir un autre pays, vivre toute la vie qui a été ma vie pendant 20 ans quand même, avec l'Italie, quoi, voilà. C'était à cause de lui. C'est le parrain de ma fille. Annie Girardot avait épousé Renato Salvatori, qui jouait l'un des frères de Rocco dans le film de Luchino Visconti. Une autre actrice, qui allait devenir une star, fait ses débuts dans Rocco et ses frères, Claudia Cardinal. Et je connais Luchino depuis que je suis venue en Italie, que j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai fait Rocco et ses frères. Je venais à peine d'arriver de la Tunisie. Donc il m'a connue toute petite. J'avais même pas 20 ans. Et puis on s'est toujours vus, on a toujours travaillé ensemble. J'ai fait 4 films avec lui. C'était un homme extraordinaire qui nous comprenait, qui nous aimait et qu'on aimait. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était son comportement avec les femmes. Georges Conchon. Et je le sentais pas partagé. Son choix était fait, si je puis dire. Mais avec une espèce de nostalgie de pas être un des grands séducteurs du 18e ou du 19e. Être
piégeur. Piéger l'attention d'une femme, piéger l'intérêt d'une femme par son discours. Je ne l'ai jamais vu aussi formidable discoureur et aussi brillant que devant des femmes. Le temps qui fait, le pigeon qui est là, ce que je suis en train de faire, il parlait très peu de lui, ça c'est faux, pas ce qu'il était en train de faire. La politique, c'était certains soirs, pas toujours, certains soirs c'était, je vous explique la politique du monde entier, après vous pouvez tirer un trait, j'ai tout compris, je n'ai pas tout compris, mais je vous explique tout. Et les femmes étaient... Parce que ça fonçait, hein, Visconti. C'était véritablement un petit moteur surmultiplié quand ça partait. Avec d'ailleurs un sentiment intérieur du dérisoire et certains clins d'œil qu'il lui arrivait de m'adresser en disant hein, je suis brillant, ça. Je crois qu'à la base de n'importe quel genre d'art, il y a le côté sexuel. Un document, La voix de Luchino Visconti. Je crois qu'on fait de l'art avec trois éléments qui sont la tête, le cœur et le sexe. C'est le côté... vraiment la poussée profonde du sexe sexuel qui compte dans la vie, les rapports humains. Il y a toujours le sexe, mais ce n'est pas seulement un côté visuel et pornographique. Je ne comprends pas, ça je n'aime pas beaucoup. Il y avait probablement, et je sais qu'il l'a dit, cette croyance au pouvoir indivis d'expression de la sexualité, qu'elle soit homo ou qu'elle soit hétéro. Georges Conchon, qui a été le scénariste de Luchino Visconti. Cette certitude que, homosexuel qu'il était, il pouvait parler de l'hétérosexualité avec une certitude absolue parce que profondément c'est la même chose. Parce que c'est une force à exprimer et c'est une musique qui emporte tout, qu'elle soit homo ou qu'elle soit hétéro. C'est-à-dire qu'il était capable de faire s'exprimer une femme devant un homme sans aucun rapport avec l'expression d'un homosexuel devant un homosexuel et avec le sentiment intérieur d'exprimer une vérité, je dirais, irréfragable parce que profondément c'est la même chose, la sexualité. En novembre 1958, un brillant éditeur italien, connu pour ses idées anarchistes et ses excentricités, édite un roman dont personne ne veut, Le Guépard. En 6 mois, le livre devient un best-seller international. Luchino Visconti est bouleversé par la lecture de cette œuvre. Il veut en faire un film. Il faut un budget important. Après plusieurs années d'efforts, un jeune producteur napolitain réussit à monter une coproduction avec une grande compagnie d'Hollywood. Le Guépard sortira en 1963. L'action du film se passe en 1860. Garibaldi débarque en Sicile avec 1000 combattants volontaires en chemise rouge. Il veut chasser les Bourbons et rattacher la Sicile à l'Italie. Luchino Visconti nous fait sentir les bouleversements historiques de cette époque à travers un personnage, le prince de Salina, le Guépard. Burt Lancaster joue le rôle. Le prince de Salina a un neveu qu'il aime plus que ses propres fils. Il s'appelle Tancredi. Il est beau, jeune, brillant. Il est sans doute impossible d'obtenir un jeune homme aussi distingué et séduisant que Tancredi, sans qu'une demi-douzaine de fortunes ait été dilapidée par ses ancêtres. C'est Alain Delon qui tient le rôle de Tancredi. Tancredi qui vient annoncer à son oncle, le Guépard, qu'il va rejoindre les troupes de Garibaldi. Il refuse de se faire écraser par l'histoire. C'est le grand thème du Guépard. Giuseppe Patroni Griffi. Le grand thème du Guépard, c'est l'aristocratie, ceux qui ont le pouvoir, qui cherchent de s'accorder avec la masse seulement pour tenter de ne faire changer rien. Mais en tout cas, il y a un amour dans ces choses qui doivent mourir, qui est émouvante. Bonsoir. Ah, mon oncle. Bonsoir, Angelica. Angelica voulait te saluer. Pourquoi restes-tu ici tout seul? Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu fais la cour à la mort? Angelica,
Tu es très belle ce soir. Tancrède, donne-moi ton mouchoir, s'il te plaît. Oui. Merci. Prince, nous avons appris que vous étiez ici et nous vous avons rejoint pour nous reposer, mais aussi pour vous demander quelque chose. J'espère que vous ne me direz pas non. Demande, Angélica. Je voudrais vous prier de danser avec moi la prochaine mazurka. Dites-moi oui, ne faites pas le méchant. Tout le monde sait que vous êtes un grand danseur. On ne m'a jamais fait une proposition aussi séduisante. Et pourquoi je dois la refuser? Je vous en prie, prince, je vous en prie. Merci, ma chérie, tu m'as rajeuni. C'est bien, j'accepte, mais pas la mazurka. Je me sentirais un peu trop jeune. Accorde-moi la prochaine valse. Tu vois, Tancrède, comme l'oncle est gentil. Il ne fait pas des caprices comme toi. Il ne voulait pas que je vous le demande. Il est jaloux. Quand on a un oncle aussi beau et fascinant que le mien, il est normal d'en être jaloux. Mais pour cette fois, je ferai une exception. Nous y allons? La mort. Mort d'une époque, d'une société, décadence des hommes qui la composent. Puis il y a aussi l'angoisse de la mort et la peur de vieillir et de mourir, qui l'obsédait constamment, qu'on retrouve très bien dans le Guépard. Alain Delon. Je crois que Luchino a été entouré, très entouré jusqu'à sa dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle. Je crois que, de par nature, c'était quelque chose aussi qu'il n'aimait pas, parce que Luchino aurait préféré, ça je le sais, parce que en bon scorpion et en vrai scorpion qu'il était, ne voulait pas donner l'image d'une décadence, de sa propre décadence ou de sa propre déchéance, ne souhaitait absolument pas donner l'image de sa souffrance, de sa maladie, de son impotence. Il était étonnant parce qu'il se moquait de la mort. Il avait à la fois peur de la mort, il s'en moquait beaucoup. Jean Sorel. On m'a raconté une chose extraordinaire, c'est que dans le dernier appartement où il a habité, donc après qu'il ait quitté cette grande maison qu'il avait sur la Via Salaria, et le soir, vers 9h30, 10h, quand il allait se coucher, il y avait sa sœur qui était là, qui l'aidait. Et il mimait sa mort tous les soirs. Et il se faisait mettre, il se mettait autour du cou. Vous savez ce qu'on met aux gens qui viennent de mourir? Il mettait cette mentonnière. Il mimait ça tout le temps. C'était une espèce de plaisanterie un peu macabre qu'il avait tous les soirs. Ma dernière visite à Visconti a été, et la dernière fois que je l'ai vu vivant, a été pendant le tournage de l'Innocente. Georges Beau. Il avait été question qu'il fasse Proust, qu'il porte Proust à l'écran. C'est d'ailleurs une suggestion de moi. Et puis, pour des raisons qui lui sont personnelles, à un moment donné, il ne pouvait plus le faire dans les délais souhaitables, car il voulait faire Ludwig, qu'il a tourné, et qui a déclenché sa maladie. Et les producteurs, à ce moment-là, Visconti avait cru à un moment donné que les producteurs accepteraient de retarder, fût-ce de 2 ans, le film pour l'attendre. Les producteurs ont pris une attitude tout à fait différente et ont demandé à Lauzet de faire le film. Et j'étais à la fois l'ami de Lauzet, l'ami de Visconti, veux-je dire, et l'agent de Lauzet. J'étais dans une situation un peu délicate. Et puis, le projet a été mis sur pied avec Lauzet. Et Visconti en a été très mortifié et est intervenu violemment à travers des avocats pour que le film ne se fasse pas sans lui. Et les choses ont duré, et sa position était telle qu'elle rendait le film quasiment infaisable. Il fallait bien sortir de cette situation, si bien qu'un jour, l'avocat de Visconti, qui était maître Badinter, m'appelle, sachant que j'allais à Rome, et me dit « Je n'arrive pas à joindre Visconti, il ne répond pas à mon courrier, il ne me prend pas au téléphone. Il faut que nous sortions de cette situation. Sans ça, les droits sont bloqués, on ne pourra jamais faire le film. Bien qu'étant son avocat, j'admets qu'il faut qu'il fasse un geste, et je lui ai fait une note à ce propos. Voulez-vous la lui porter à Rome, la lui remettre? Je sais que vous êtes son ami.
qu'il la signe, qu'il vous la rende signée, qu'il accepte ce que je lui propose, et la situation sera débloquée, et Losey pourra faire son film. Et je pars donc avec cette lettre dans ma poche. J'arrive à Rome, j'appelle Visconti, et en général, dès que j'arrivais, il me disait, bon, viens dîner, viens. Et là, ce qui m'a beaucoup alerté, il me dit, ah oui, il faut que je te voie, bon, pas demain, il y a une grève, je ne tourne pas, donc tu viens mardi sur le plateau. J'ai compris tout de suite qu'il voulait que je le voie en état de commandement, en état de travail, et pas comme un infirme chez lui, ce qu'il était devenu. Ça m'a attristé beaucoup. Le mardi, je suis allé au Palais Colonna, où il tournait la grande scène de l'Innocente, et puis je le trouve sur une de ces chaises roulantes, comme vous en avez vu qu'à Mascreter. Vous savez, ces petites chaises avec des roulettes sur lesquelles on se déplace facilement. Le visage toujours impératif, mais creusé par la fatigue et probablement par la souffrance. Très élégamment habillé comme toujours, mais avec une grosse écharpe de laine sur le bras gauche, parce que le bras gauche étant paralysé devait être frileux. De temps en temps, un assistant se précipitait pour le redresser un peu sur son siège parce qu'il glissait et il n'avait pas les moyens physiques de se redresser lui-même. Enfin, tout ça était assez pathétique. Il fait apporter un siège, du café, nous nous installons, nous bavardons, et tout en réglant une scène. Et cette scène était un concert, comme on en voyait dans l'œuvre de Proust chez Madame Verdurin. Et puis, j'avais cette lettre dans ma poche, dont il ignorait l'existence. Je me demandais si je la lui remettrais ou pas. Je n'étais pas très tenté de la lui remettre. Je n'étais pas très tenté de lui parler de Proust ou de quoi que ce soit. Et il s'est passé une scène bouleversante, comme s'il avait vu à travers la poche de ma veste ce que j'avais, car arrive Laura Antonelli, arrive Giannini, arrivent les acteurs, puis les figurants. Et me désignant les uns et les autres, il me dit, tu as vu, on dirait la petite duchesse de Guermantes. Tu as vu, c'est Odette, tout à fait. Et celui-là, tu ne trouves pas que ce serait Swann? Et j'étais pétrifié sur ma chaise, et puis il se tourne vers moi. Et avec ses yeux, qui ne lançait que des éclairs voilés par l'âge et la maladie, il me dit, tu vois, comme ils ne veulent pas que je fasse le vrai, je me fais des faux. Et il se fabriquait un faux Proust, puisqu'on ne lui permettait pas de faire le vrai. Je suis rentré à Paris, j'ai raconté l'histoire à Losey. Il en a pleuré. Luchino Visconti est mort peu de temps après cette dernière rencontre avec Georges Braum. C'était le 17 mars 1976. Luchino n'avait pas 70 ans. Il est toujours là, il sera toujours là pour moi. Romy Schneider. Il avait une espèce de, j'hésite devant les mots, de race qui faisait que même quand on avait le sentiment d'être tout à fait son ami, il était quand même à distance. Il y a peu d'hommes qui soient comme ça. C'était une dernière image de Georges Conchon sur Luchino Visconti. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.